On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Maman et Stevie Boulet. Je me tourne vers vous, chère Christine, parce qu'il paraît que c'est votre dernière parmi nous aujourd'hui, appelée à de plus hautes fonctions. Mais oui, je tenais à venir vous faire mes adieux, larmoyant, sans voix. L'émotion m'étreint. Je suis venu vous dire que je m'en vais. Mais vous reviendrez peut-être. Oh, j'espère bien. Des fonctions comme ça dure jamais longtemps. C'est bien vrai. Caroline. Oui, c'est charmant ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Allez, bonne chance. Je dis pas dans quelques mois, je dis dans quelques années. On sera toujours là, Pierre. Ouais, oui, nous, on sera toujours là, mais moi, je voudrais faire un mouvement syndical pour la faire rester. Ah oui? Voilà. Parce qu'il y a des mouvements syndicaux, parfois, qui disent, oh, non, non, moi, je dis qu'elle reste ici. Qu'elle reste avec nous. Et on ira à sa place, là-bas. C'est vrai, on pourrait manifester, parce que Stevie, un petit discours d'adieu pour Christine O'Krent qui va vous manquer. Elle vous a tant appris. Ça, c'est vrai. Ah. Au moins, elle a les réponses à mes questions. Voilà. Ça fait plaisir. C'est pas de l'approximatif. Mais peut-être c'est pour moi que vous dites ça? Ah non, pas pour vous. Vous êtes le patron. Non, pour les autres. Bon, on a des questions. Il s'est passé tellement de choses ce week-end qu'on peut peut-être. On n'arrive plus à suivre. Hein. Ah oui, on a un peu de mal même à tout suivre. Oh tiens, je commence par le cinéma, mais ni les Césars ni les Oscars, plutôt ce palmarès des acteurs les mieux payés en France que publie le Figaro aujourd'hui. On a le top 10, les 10 premiers, si vous préférez, et je vous demande justement les noms des 4 femmes, puisqu'il n'y a que 4 femmes sur les 10 acteurs français les mieux payés en 2007. Donc, on a le palmarès. Quelles sont ces 4 femmes? Isabelle Huppert? Marion Cotillard? Isabelle Huppert, non. Marion Cotillard fait partie des 4 femmes. Juliette Binoche? Juliette Binoche, non. Sandrine Bonner? Non. Nathalie Baye? Nathalie Baye, ça en fait 2. Audrey Tautou? Et Audrey Tautou, ça en fait 3. Alors ce serait qui? Isabelle Huppert. Sophie Marceau? Non plus. Catherine Deneuve? Non plus. Pas Sophie Marceau? Non plus. Vous êtes sûr? Sûr. Bah, j'ai le classement dans les yeux. Cécile de France. Non plus. Carla Bruni? Non plus. Bonne idée. C'est Daniel Auteuil qui est en tête, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Jean Dujardin, Josiane Balasco. Guillaume Canet sont les garçons. Et parmi les filles, il y en a 4 sur 10. Tautou, Cotillard, Baye, et elle est numéro 2 en plus. Josiane Balasco, Elle non. est numéro 2 derrière Daniel Auteuil. Valérie Lemercier? Non, et ni Balasco. Mais qui est-ce qu'on voit tout le temps sur les écrans? Catherine Deneuve? Non. Isabelle Mergo? Non. Sandrine Kiberlin? Non. Non. On n'y pense pas, cette comédienne, et c'est vrai qu'elle est souvent Ah dans oui, alors je vois. C'est la petite Catherine Fro? Non, pas du tout. Mimi Mati? Ça aurait pu, c'est pas bête. Mimi Mati. Mimi, elle fait pas de cinéma, mon pauvre Stevie. Oui, elle travaille à la télé. Ça aurait pu, ça veut dire que c'est un peu même famille. Est-ce que c'est une comédienne de moins de 50 ans? Oui, tout à fait. D'accord, donc mince. donc c'est une petite jeune qui a dû exploser récemment. Oh non, c'est pas une petite jeune. Elle a explosé il y a déjà quelques années. C'est pas. Elle a la 40 ans? Elle n'est pas Elle a la âgée. quarantaine? Oui, c'est ça. Elle a la quarantaine. Julie Gaillet? Elle vient d'être maman d'ailleurs. Pas Julie Gaillet, non. Elle vient de... Très populaire. Les Français. Ludivine Sagnier? Non, les Français l'adorent. Les Français l'adorent. Ah oui. Elle vient d'être Mademoiselle Seigné. Mathilde Seigné. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bah c'est vrai, elle arrête pas de tourner. Sauriez pas aller chercher la réponse dans le public, Non, Pierre? je sais, parce que Un peu, hein. j'ai découvert quand vous avez dit elle vient d'être maman. Ah, voilà. En tout cas, Pourquoi c'est vous le papa? Non, on est plusieurs sur le coup, mais En tout cas, c'est pas sa sœur qui aura une victoire de la musique, hein. Allez, une autre question, si vous le voulez bien. Stéphane Puccini a gagné pas mal d'argent ce week-end en faisant quoi? En jouant au loto? Non. En faisant un tiercé? Non. Quintet? En Non. jouant au poker? PMU? C'est sa société, hein, d'ailleurs, qui a gagné de l'argent, pas lui directement. Ah, sa société. Il a servi Un beaucoup de... générique? Un Pardon générique? Non, pas un générique. Est-ce que c'est un rapport avec le rugby de samedi soir? Du tout. Ça aurait pu. Puccini. Il a un bar? Il a servi des cappuccinos. C'est un rapport avec le salon de l'agriculture? Oui, tout à fait. Eh ben alors... Ah, il a vendu du saucisson bio? Non. mais non, c'est lui fromage. qui a Rillettes filmé bio. sur sa vidéo. C'est lui qui a filmé et enregistré sur Oui, sa vidéo le Parisien.fr. l'algarade entre le président de la République et un spectateur du salon de l'agriculture. Voilà pour le collectif You Press et qu'il a revendu ensuite au oui. Parisien.fr. Bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est la deuxième. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit, toi?
Je t'ai dit que c'était au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture, oui, d'accord. Mais tu croyais que c'était un mec qui avait inventé des nouveaux sabots pour des chevaux, des conneries? Donc un journaliste du collectif You Press filme effectivement cette fameuse scène dont on parle depuis samedi soir. Au visionnage, il réalise que le micro d'ambiance avait réussi à enregistrer le président dans le bruit, ce qui n'était pas forcément gagné. Finalement, il propose les images aux Parisiens qui les rachètent dans l'après-midi. À 20h10 samedi, la vidéo a été vue 188 fois seulement, mais le lendemain, à la même heure, 716 000 connexions pour voir cette algarade entre le président de la République et on ne sait pas qui c'est ce monsieur qui lui dit touche pas moi, tu vas me salir, ou touche-moi pas, tu vas me salir. Vivement des leçons de français. Hein. Non, mais touche-moi pas, tu vas me salir. Il faut le dire au président de la République quand même. Hein. Oui. Je veux dire, il faut être courageux quand même. Ah bah c'est pas très poli de la part du monsieur qui a fait ça. Ah, c'est pas, je dis pas que c'est poli, je dis que c'est courageux. Pardon? C'est pas du courage, ça. Franchement. C'est de la hargne. C'est honteux, c'est affreux. Ah oui. C'est affreux. Mais alors là où le président a manqué de sang-froid, c'est qu'il aurait dû lui dire très poliment, monsieur, on ne dit pas touche-moi pas, on dit ne me touche pas, puis ça aurait fait rire tout le monde. Exactement. Voilà. Hein. Exactement. C'est ça qu'on demande à un président de la République, c'est de nous éduquer. De garder son sang-froid. Il avait dit à Ségolène Royal lors du débat, pour exercer ce métier, il faut avoir du sang-froid. Ah c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh mais tu as raison, tu es un génie. C'est vrai, quand elle s'est mise en colère, elle lui a dit on peut pas se mettre en colère comme ça, mais tu as raison. Ah oui, j'avais oublié. C'est moche de rappeler ça, maman. Oh là là, tiens, je vais ressortir les images pour samedi prochain. Ah non mais c'est vrai. Ah oui, c'est le meilleur argument que... Dites donc maman, vous êtes un salaud de socialiste. Stevie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors? Parce qu'à l'UMP, on a entendu monsieur Raffarin qui dit mais non, c'est normal, il a répondu. Oui, c'est sûr, il aurait pas dû répondre, mais en même temps, on peut pas juger quelqu'un sur 10 secondes, et puis ça relève, je pense, du privé. C'est un truc qui s'est passé entre quelqu'un. Puis ah non, ça, alors là, ça c'est un mauvais argument. Moi, je veux bien entendre tous les arguments, mais pas ça relève du privé. Monsieur Raffarin a justement utilisé cet argument sur l'antenne hier ou avant-hier. Ah bon. Le privé, franchement, non, c'est pas du privé. Une visite au salon de l'agriculture entourée de caméras, pas franchement privé. Ça n'a rien de privé. Hein. C'est le pire des arguments qu'on ait pu entendre. Il faut vraiment qu'ils en aient pas d'argument pour aller sortir ça privé au salon de l'agriculture. Enfin, quoi qu'il en soit, pour que le mec il se trouve là, parce que je sais pas si vous avez déjà fait des meetings autour de Nicolas Sarkozy. Non, moi non. Oui. Donc pour être autour, hélas, chacun ses opinions. Je respecte les tiennes, je respecte les miennes. Je le regrette. Mais il a dit hélas, non. Hélas, non. Ah oui, non, mais moi je me permets pas de vivement des leçons de français. Il voulait dire hélas, il n'en a pas fait. Ah, oui. Je suis malheureux de pas avoir assisté à la musique. Non mais ça bouscule beaucoup. Donc pour que cette personne se retrouve à côté de lui, c'est qu'il a déjà bien dû insister. Donc mais c'est vrai, sinon on est bousculé, Peu importe. Oui, enfin bref, c'est vrai qu'il aurait pas dû répondre ça. Donc, je suis d'accord. Après, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un homme comme tous les autres. Je trouve. Non, un président de la République n'est pas un homme comme tous les autres. Mais non. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Stevie, parce que on cherche des poux dans la tête à ce type. Pour une connerie qu'il fait. Il y a pas depuis bientôt 9 mois qu'il est président de la République. On peut lui reprocher qu'une seule connerie. Quand même, on pourrait passer dessus. Caroline, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, dans un autre genre, voilà, on va pas polémiquer comme le coup de tête de Zidane et Materazzi où tout le monde excusait Zidane, alors que je trouve que ça a des portées sur le comportement des enfants incroyablement mauvaises. Non mais je suis désolé, moi je suis obligé d'expliquer. J'aurais préféré que le président de la République donne un coup de tête. J'aurais préféré qu'il soit comme qu'il ne donne pas un coup de tête, qu'il soit comme Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire qu'il ait une sortie avec beaucoup d'emphase et d'humour et que voilà, il a un côté macho italien, je trouve en fait dans ses réactions. Elle pense à Cyrano parce qu'il lui a dit ne me touche-moi pas, elle lui a dit à la fin de l'envoi, je touche, c'est ça qu'il aurait dû lui dire. Moi, en tout cas, j'ai peur. Ça s'est mal passé chez les pêcheurs, ça s'est mal passé chez les agriculteurs, j'espère qu'il n'ira pas chez les chasseurs. Bon, il y a une autre question, on quitte le salon de l'agriculture, en attendant évidemment la visite de monsieur Chirac mardi prochain. Là. Il va jubiler mardi Chirac, qu'est-ce que vous en pensez? Non, et les vaches, donc. Oh, de le revoir. Bah oui. Oui. Elles en ronronnent de plaisir. Surtout qu'elles auront plus le stress du voyage, elles seront là depuis quelques jours. Ah oui, peut-être c'est ça le président aussi, c'est le stress du voyage. Elles attendent la caresse. Ah bah il est doué, faut dire le président avec les vaches. Peut-être c'est ça d'ailleurs, il n'était pas dans son élément non plus le président de la République. Autrement, il n'aurait peut-être pas répondu ainsi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, Chirac va arriver et dire alors, on est heureuse de revoir papy. C'est ça. C'est pas une vache qui va lui dire touche-moi pas. Au contraire.
Elles vont lui dire, touche-moi, pauvre con. Oui, Oh, pauvre con en même temps. Mais pauvre con, c'est gentil. Voilà, oui, c'est gentil. Oh, c'est presque affectueux. Oui, c'est comme tocard. C'est affectueux. Ah oui, dites donc, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ils ont l'insulte Non, facile pauvre en ce con, moment. c'est mieux que gros con. En tout cas, il devrait avoir le prix de l'interprétation, Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'on a levé le son, il sourit et puis il dit pauvre con, on se rend pas compte. Ah oui, c'est vrai, exactement, vous avez raison. Il le fait comme si, enfin, De rien n'était. il le fait de façon à ce qu'on s'en aperçoive pas. Exactement. Pauvre con. Ça, c'est Ça, génial. c'est Giscard ce que vous avez fait là. Pardon? C'est Giscard que vous avez fait. Faut t'habituer. Jamais je n'aurais réagi comme ça. Autre question, on quitte le salon de l'agriculture. Pour un policier de Tokyo, un policier japonais de Tokyo, qui a fait parler de lui ce week-end grâce à un petit Yuko. De quoi s'agit-il? Yuko? Mm. Une glace? C'est un officier de police de Tokyo, un japonais, qui a fait parler de lui ce week-end grâce à un petit Yuko. Yuko, D'accord, c'est pas le nom qu'on donne au sexe masculin là-bas. Pourquoi? Je sais pas. Il a peut-être un petit Yuko, Yuko c'est et puis il l'a montré. c'est Mais du non, judo, c'est à cause de non Lélé. Non. Avec son Yuko, Lélé. Non, mais, hommage à Carlos. Oui, maman. C'est du judo, Yuko, non? Oui, c'est du judo. Bravo. Alors, C'est eh un ben, point, il un judo. Il a fait une prise de judo à quelqu'un, à un passant dans la rue, pour l'arrêter. un passant dans la rue, non. Non, il a participé à un un autre championnat. officier. Un championnat. Il a participé à un championnat, très bien. Au Christine. championnat des policiers japonais de judo. Au championnat Non, de il a judo gagné. des policiers japonais. Non, Il a parce que gagné une compétition tout en étant policier. Bien sûr, puisque c'est un sport amateur. Voilà. Ah, bah très bien. Alors il a mis Et une donc douille à notre héros Douillet. à nous. Comment s'appelle-t-il? Riner Thierry Riner. Il a battu Teddy Riner au tournoi de Hambourg. Ah, Bonne réponse bravo. de Caroline Diamant et Maman. Aidé par Christine fortement. O'Krent, Oui. qui évidemment avait compris que le fait qu'il soit policier japonais n'avait aucune importance, que c'était son métier. C'était Mais son que, travesti. En quelque voilà, sorte. mais les sportifs judokas ne sont pas des Je ne savais pas professionnels, que c'était surtout au amateur. Japon. Si, et quand il a fait tomber, il lui a pas dit pauvre con. Mais comment surtout au Japon? Mais les Au nôtres- Japon, ils devraient être professionnels. Ah non, c'est les sumo qui sont... Les sumo, ici en France, c'est pas seulement les footballeurs, il y a aussi les basketteurs. Ils peuvent tout à fait être professionnels, excusez-moi. C'était quand même embêtant pour notre nouveau champion Teddy Riner parce que il avait en fait programmé ce tournoi de Hambourg pour voir justement comment ça allait se passer contre Muneta, c'est son nom, je vous ai pas encore donné le nom du japonais en question, Yasuyuki Muneta, parce que c'est lui qu'il risque d'affronter aux Jeux Olympiques. Il s'est dit tiens, il faut absolument que je fasse ce tournoi de Hambourg parce que je vais voir comment ça se passe. Et ben ça s'est passé qu'il a perdu, donc c'est un petit peu inquiétant pour la médaille d'or évidemment des JO de D'accord. Pékin. Donc ça veut dire que c'est un très 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 bon judoka Oui, ce on l'appelle poli- Fighting Teddy Bear, voilà. D'accord. Bon, c'est pas grave. Et il est plus petit en plus que Riner qui fait 2m04, lui fait qu'1m72. C'est un abo. Ah oui, il l'a battu. Donc, Mais attendez, excusez-moi, c'est pas ce fameux sport qui a été C'est le créé principe du justement, judo. oui, pour les gens petits, agiles et rapides, au contraire. Et qui savent utiliser la force de l'autre. Exactement. Non mais c'est dingue quand même. pourquoi c'est dingue? T'imagines un petit mec, 1m72, ça c'est un mec qui fait 2m4, il le fout à terre quoi. Je trouve Bah oui, ça grâce à incroyable. Yuko. Je trouve ça génial, j'aime bien l'image. Je pense que c'est parce qu'il imagine Sarkozy face à Raffarin. Il fait 1m92, Raffarin. Non, c'est vrai, oui, vous avez Il a raison. beaucoup grandi depuis qu'il veut atteindre le perchoir. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien, Christine, pour sa dernière. Ah bah oui, je suis préparé. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, voilà quelqu'un qui a été très applaudi ce week-end. C'est un Belge, il s'appelle Johan Dahen. Et ils ont été, écoutez, ils ont été une bonne cinquantaine à l'applaudir. Ah, ça fait beaucoup quand même. Donc, C'est ça la question? Ah oui, Attendez. c'est la question. il y a 50 personnes qui ont applaudi un Belge. Oui. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a pu Tu veux dire que faire? c'est trop? Non. Non, je me permettrai pas. Je dis que c'est C'est peu. du sport? C'est pas du sport du Oh bah, j'espère pas, parce que 50 personnes, c'est peu. Ça, 50 attendez, personnes. 50, ça peut pas être un C'est spectacle. tout. Petite cinquantaine, hein. Une petite C'est cinquantaine. culinaire? Ce n'est pas culinaire du tout. Mais c'est Ça un... se passe dans une salle, politique. dans une salle de spectacle? C'était à l'extérieur quand ils l'ont applaudi. C'est un professeur. Ce n'est pas un C'est professeur. politique? Ce n'est pas politique.
C'est un comédien belge. Un comédien belge du tout. Alors, est-ce que ça se passe en Belgique? Non plus. Alors, ça se passe en France. Oui. Alors, ce monsieur est sorti de quelque part. Oui. Où il a dit quelque chose. Oui. Et quand il est sorti. De chez Léon de Bruxelles. Chez Léon de Bruxelles. Expliquez, Stevie, parce que c'est pas loin. Moi, oui. c'est pas ça. Quand tu dis expliquer, c'est jamais ça. L'autre, il prend les Belges pour des cons. C'est-à-dire, ils viennent à Paris, puis ils vont bouffer chez Léon de Bruxelles. C'est pas... Je sais pas, ça pourrait être le PDG de Léon de Bruxelles qui vient dans un restaurant et il s'est applaudi par son personnel, je sais pas. C'est très rare. Est-ce qu'ils sont bien payés, ils ont été augmentés, ils sont heureux. Est-ce qu'il se présente au municipal? Non, du tout. Ah, est-ce que c'est un monsieur qui sortait du salon de l'agriculture? Non plus. Est-ce qu'il sortait d'un meeting politique? Vous êtes très très loin de la bonne réponse qui pourtant a fait la une de tous les journaux ce week-end. Il a sorti 50 personnes. Il a sauvé quelqu'un. Oui, ça c'est déjà mieux, Il Pierre. a sauvé quelqu'un. J'en dirai pas plus. Il a sauvé. Est-ce que ça a un rapport avec les étudiants de Sciences Po qui ont failli brûler dans un car? C'est-à-dire Le chauffeur. chauffeur du car. Il est le chauffeur du car. bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, des étudiants de l'université de Lille. Non, Sciences Po Toulouse. Sciences Po c'était. Lille. Ah non, Sciences Po de Lille, Lille. Sciences Po de Sciences Lille. Po de Lille. En tout cas, le chauffeur du car était belge, lui. J'ai dit une petite cinquantaine. Ils étaient 48 étudiants dans cet autocar qui a brûlé. Heureusement, c'est un autre automobiliste qui a vu que le feu commençait à prendre à l'arrière, qui a fait des appels de phare à ce chauffeur, qui a eu la présence d'esprit. Enfin, présence d'esprit, tout le monde l'aurait fait, je pense. Mais enfin, en tout cas, de faire descendre le plus rapidement possible tous les étudiants avant que le car ne brûle entièrement. On a vu tous ces images à la C'est télévision. extraordinaire, j'ai rarement vu un véhicule aussi gros brûler entièrement. Il est totalement, je sais pas. Ouais. On a l'impression d'un film américain, quoi. Mais encore, heureusement que c'est du gasoil, parce que ça brûle moins vite, parce que ça aurait été du super, je sais pas s'ils auraient eu le temps de tous sortir. Surtout du 98. Hein. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Un peu mon neveu. Bon, il est pas con le mien. Il sait que le gasoil comment qu'il brûle. Moins vite. Voilà. En tout cas, vous savez quoi? Je les regardais avant de savoir qu'ils avaient fait Sciences Po. Je me disais, tiens, voilà une bande de jeunes qui s'expriment très très bien. Exactement. La façon dont ils parlaient était très correcte. Ils disaient pas, oh j'ai trop eu peur, c'était trop l'horreur. Vous voyez, cet adjectif Tire-toi, qu'on connard. casse-toi, pauvre con. et après, quand j'ai lu qu'ils avaient fait Sciences Po, je me suis dit, bon ce serait bien, oui, qu'on ait la chance de tous pouvoir s'exprimer comme ça. À notre époque, Tu c'était pensais à quelqu'un en je particulier? pense à notre époque, Ah bon. c'était plus facile, même quand on n'avait pas fait de grandes études, de s'exprimer bien. Aujourd'hui, il y a plus d'écart. Pourquoi Mathieu Amalric, qui a reçu un César vendredi soir dernier, en veut-il à Antoine Decaune? Facile. Alors expliquez. Parce qu'apparemment, la lettre qu'il avait envoyée de son tournage, puisqu'il joue un rôle dans James Bond, il joue le méchant dans le Prochain nouveau James Bond. Et donc, il est en tournage en Amérique centrale quelque part. Il avait donc envoyé par lettre, apparemment, son petit discours, et il n'est pas content que ce discours n'ait pas été lu jusqu'au bout. Exact. Et qu'en particulier, les paragraphes où il attaquait les cinémas, multiplex, etc., etc. Pour défendre les petites salles. Il a tort. Pourquoi? Il a tort parce que c'est ce genre de revendication qui est certainement juste. On les fait quand on est sur place et qu'on est présent. Mais déjà, c'est toujours un tout petit peu ennuyeux de lire les remerciements de quelqu'un qui n'est pas là. Alors, rajouter en plus la liste de trucs chiants, je trouve qu'Antoine Decaune a très bien fait. D'ailleurs, Antoine Decaune n'y est pour rien, parce qu'on nous explique dans toute la presse aujourd'hui qu'Antoine Decaune, on lui a remis sur fiche qu'une partie de la lettre, parce que c'est Renaud Van Kim explique que Jeanne Moreau avait tenu exactement les mêmes propos quelques minutes auparavant, et qu'en plus, ils avaient reçu la missive de Mathieu Amalric une dizaine de minutes avant l'événement. Mais je crois avoir trouvé un meilleur argument que ça, moi. Et d'ailleurs, Christine O'Krent, sans le savoir, l'a donné cet argument quand elle a donné la réponse. Franchement, est-ce que c'est un mec qui tourne dans le prochain James Bond qui va nous donner la leçon sur les salles multiplex contre les petites salles? Franchement, le mec c'est quand même énorme. Le mec, oui, vous comprenez, il faut sauver les petits cinémas, les petits films, les films d'auteur. Il est en train de tourner dans le James Bond. Bah ta gueule, refuse ce genre de rôle, connard. Certes, enfin, Laurent, sérieusement, Mathieu Amalric a tourné absolument dans... On se demande même comment il fait. Il tourne dans chaque petit film d'auteur français. C'est vrai. Il y a Amalric.
Alors il les fait tous. Donc ça tombe mal, quoi. C'est ce que je dis. C'est vrai aussi, je vais dans le sens de Christine, c'est vrai aussi que le rôle dans le Scaphandre et le Papillon n'était pas un rôle tellement gratifiant. C'était un rôle terrible d'avoir accepté ça. Je me disais, mais quand on a commencé à scénariser ce livre, que je connais bien, je me suis dit, mais qui va accepter de jouer ce rôle terrible? Ça dit, je m'inscris en faux quand vous dites que Antoine de Caunes n'y est pour rien. Pourquoi? Il est quand même pour beaucoup dans l'ennui incroyable et la vulgarité sans nom de cette soirée des Césars. Ah oui, vous trouvez? Oh, c'était épouvantable. Qu'est-ce qui était pas bien? Mais rien, les deux, là, l'autre était endormi complètement. Jean Rochefort? Jean Rochefort, il fait rire qui, maintenant, Jean Rochefort? C'était terrible. Oh, c'est un ami à moi, oui, mais c'était... Il en a de la qu'il fasse ce genre de truc, enfin. Ah oui? Oh, et l'autre était là avec ses plaisanteries, machin, comme ça. Mais c'est Canal Plus il y a 20 ans, ça, c'est fini, ça. J'ai pas vu. Et Marion Cotillard, alors? Marion Cotillard, hein, ah, pauvre Piaf. Ah oui, moi, je trouve génial qu'une fille qui porte un nom pareil ait un Oscar. Ah non, mais moi, je trouve formidable qu'elle ait un Oscar. Je trouve formidable qu'elle ait un César. Je trouve formidable l'interprétation qu'elle a faite, effectivement, parce qu'elle a bossé, on le sent pendant des mois, enfin, on le sent pas, non plus d'ailleurs, mais en tout cas, on voit bien qu'il a fallu qu'elle bosse des mois et des mois, qu'elle a préparé ce rôle, que physiquement, elle était formidable dans le film, mais, quand même. Alors elle, pour le coup, il aurait fallu lui préparer son discours. Ah ouais. Quand j'ai entendu sur toutes les radios, au moment où elle reçoit son César, dire il faut remercier le réalisateur Olivier Dahan qui a créé ce rôle, mais il a créé aucun rôle. Ce rôle, il existe. C'est Édith Piaf. Il a pas créé de rôle, le mec. L'héroïne de ce film, c'est Piaf. Il a pas créé un rôle. En fait, il lui a pas créé un rôle. C'est Piaf, merde. C'est Piaf qui a eu à la fois l'Oscar, le César, etc. C'est Piaf qui est le personnage universel, c'est Piaf. Oui, elle aurait pu le remercier sur le fait qu'il ait eu le courage de le confier à une fille aussi jolie et dont un autre réalisateur n'aurait peut-être pas eu l'idée de lui confier le rôle de Piaf. Ça, elle pouvait le remercier pour ça. Elle aurait joué de façon formidable et aussi bien qu'elle l'a joué dans ce film parce qu'elle était très bonne comédienne et c'est une excellente comédienne, mais elle aurait joué le rôle d'une chanteuse qui s'appelle Geneviève Duchemol et que personne connaissait. Elle n'aurait jamais eu l'Oscar. C'est quand même Édith Piaf qui a eu l'Oscar avant Marion Cotillard. C'est Édith Piaf qui a eu l'Oscar, mais dans quel état? Dans quel état? Pourquoi? Parce que Piaf, c'est vrai que c'est un personnage qui mérite tous les Oscars du monde et que c'est une image de la France, c'est une image de la misère du début de la moitié du siècle. C'est une image d'une femme amoureuse, c'est une image d'une femme malade, c'est une image formidable et puis de la plus grande chanteuse que nous ayons eue, c'est vrai. Mais regardez ce film, sérieusement. Quand on aime un peu Piaf, ce grossissement, c'est fait à gros traits de crayon. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Elle parlait pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. C'est une image pour les illettrés ou pour les cons, comme tous les films de cinéma. Et voilà, si les cons deviennent un tout petit peu moins cons après avoir vu un film comme ça. Mais non, ils deviendront pas un peu moins cons. Mais si, il y a plein de gens aux États-Unis qui ne savaient pas qui elle est, parce que c'est un film fait pour les États-Unis, qui ne connaît pas, comme nous ici, comme nous dans le public et parmi nous, la vie de Piaf. Et comment elle est née dans le machin, comment elle était quand elle était petite, comment elle était après, elle a été après la maîtresse d'un champion de boxe qui s'appelait Marcel Cerdan. Dans le film, c'est incompréhensible. Parce que ça fait des récits cassés, des machins. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. C'est un film fait pour épater Hollywood. C'est de l'épate bourgeois. Mais ça a marché. C'est nul. Merci. Oh là là, la politique du résultat. Non. Ah oui, ça a marché. Aussi, ça a marché. Ça a épaté Hollywood. Arrête ton char. J'arrête pas mon char et c'est pas un haut fonctionnaire qui va me parler comme ça. Piaf, donc, si bien interprété, ça c'est vrai, par Marion Cotillard dans le film d'Olivier Dahan, n'en déplaise à Pierre Bénichou. Non, si bien interprété, selon moi, vous devriez vous dire, parce qu'elle n'est pas très bien interprétée du tout, selon moi. Et excusez-moi, mais jusqu'à présent, j'ai mon mot à dire. Peut-être une voix minoritaire, mais une voix quand même. Vous ne pouvez pas dire que ce film est bon, c'est un mauvais film. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'elle interprète bien Piaf, puisque l'image qu'elle donne de Piaf est à mon sens une image complètement désincarnée, mal foutue. C'est vrai qu'il y a une prouesse d'acteur, il y a une prouesse de main. C'est vrai qu'elle joue de ses mains. Oui. On retrouve un peu celle de Piaf. On ne retrouve ni ses intonations, ni son regard, ni sa façon de parler, on ne retrouve rien. On ne retrouve même pas la vérité, parce que la vérité c'est une chose qui n'existe pas. Même l'art doit transfigurer, ni même l'esprit.
de Piaf dans ce film. Alors excusez-moi, c'est un film pour des Américains, pas mal quoi. Bah voilà pourquoi ils lui ont donné l'Oscar. Elle parle bien anglais, ça j'ai pas pu me rendre compte moi, mais vous Christine. Ah oui, elle parle très très bien anglais, simplement elle a un timbre de voix qu'on n'associe pas du tout à Piaf. Donc c'est étrange, enfin en tout cas pour nous qui savons que c'est Piaf qui a eu véritablement l'Oscar, et alors on entend une petite voix comme ça, mais bon anglais. En tout cas, des performances d'actrices comme ça, maintenant ça se bouscule pour jouer le rôle de Amy Winehouse. Ah oui, c'est vrai. Un jour peut-être il y aura Amy Winehouse portée à l'écran. C'est quand même la première depuis Simone Signoret à obtenir l'Oscar du meilleur rôle. Eh oui. C'est quand même pas rien, vous imaginez, elle est vraiment partie sur orbite cette jeune fille. Ouais, BAFTA, le César, l'Oscar, c'est beau, moi je et trouve ça joli, elle j'aime s'appelle bien. Cotillard, ce qui est quand même un nom bien de chez nous. Dans un film français parce que Simone Signoret c'était dans un film anglais qui s'appelle Le chemin de la Haute-Ville. Absolument. J'y pense, dites donc, faudrait pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Simone Signoret, que Guillaume Canet finisse par coucher avec Marilyn Monroe. Hein. D'ailleurs, il est pas encore arrivé à Los Angeles, Guillaume Canet. Il est parti en bateau. Oui. C'est la fiancée de Guillaume Canet. Oui. Pas possible. Ben, En pourquoi plus, elle est avec un homme intelligent. Si vous savez rien, Pierre, je vais vous abonner à Voici, vous allez voir. Non, parce que je viens d'apprendre que Piaf venait de quitter Cerdan. Ça m'a déjà fait un coup. Je veux pas apprendre en plus maintenant qu'elle est avec Guillaume Canet. Puisque c'est l'incarnation absolue. On a des tas de nouveaux couples dans Voici encore aujourd'hui. Hein. Ah bon? Trop bien. Je suis passé devant la couverture uniquement, je n'ai pas vu l'intérieur, mais ça c'est On a dingue. Virginie Efira, l'animatrice de la Nouvelle Star, avec le membre du jury de la Nouvelle Star, Sinclair. Sinclair, ouais. C'est vrai. Quel salaud. Et puis quel autre couple? Déjà, ça me revient pas. Le plus surprenant du monde, c'est Pascal Obispo et Jennifer. Ah bah, Pascal Obispo et Jennifer. Non. Si. Pascal a fait ça, mais je croyais qu'il en était comme 15. Mais enfin, plus d'où vous sortez ça? Obispo, j'étais sûr qu'il était fiotard, moi, non? Comment vous dites? Vous pouvez pas dire des choses pareilles. C'est faux ou c'est vrai? Mais non, il a absolument pas. Mais alors pourquoi il se coiffe comme ça alors? Mon mari est chauve aussi. Je change de coiffeur. Non mais moi j'y crois pas, ça c'est encore une histoire inventée parce que cette pauvre Jennifer elle vient de sortir un nouvel album avec son compagnon qui lui a tout fait dans l'album. Côte à côte, Maxime Nucci. Mais oui, vous savez, il suffit que les gens soient un tout petit peu chaleureux sur les restos du cœur, ils ont dû boire un peu après, voilà, ils les prennent côte à côte. Beaucoup pour faire ça. Oh non. C'est comme nous ici, on nous prendra en photo ici quand on arrive. Franchement, on est là, on s'embrasse, on se. Non, mais on nous prendra en photo, Laurent, quand vous nous invitez parfois. Oui. Hein, que vous faites une fête. On nous prendra en photo sur les coups de 4 heures du mat. J'en ai, moi. Non, mais... Faites très attention à vous, faites très attention. Ah, moi, sinon je les vends. Attends, ouais. Parce qu'on est des belles de toi. Alors là, Ah bon, il y a des photos de qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es fou. Ah bah si, il y a sur la photo, il y a Isabelle Mergo, Christine Bravo et toi. C'était chez toi à la ferme. Ah oui. Et alors? À la campagne, pardon. On est assis tous les trois, je bois pas d'alcool. Ah bah non, c'est dans ton entrée et si, on a des coupes de champagne à la main. Christine, elle est comateuse. Isabelle, elle a le chignon ébouriffé et t'as Caroline qui est là, qui bug en me regardant. Christine O'Krent, toujours très digne, assise derrière. Ah, j'ai pas de photo de Christine. Mais non, Christine, à part à la boule. non, J'ai que la boule avec Christine. Vous avez la boule avec Christine. Oui. Là, on a eu peur. On a eu très très peur. Ah oui, non, la boule. La station balnéaire. Et qu'est-ce qu'il y a comme photo de Christine à la boule alors? Non, c'est juste Christine et moi. Christine et vous à la boule. À chaque fois, c'est moi qui fais les photos. Ça peut se vendre cher à Voici Saint-Pierre, hein, Stevie et Christine à la boule. Moi j'achète tout de suite, moi. Mais non, mais je suis avec tout le monde. Surtout en ce moment. Pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Parce que Stevie est appelé à de hautes fonctions. Et que si on le voit dans des photos compromettantes, ça peut être marrant. Pourquoi la police belge et la police hollandaise est-elle en train de se disputer autour du meurtre d'une femme retrouvée dans son placard? Parce que la maison est très précisément située à cheval sur la frontière entre les deux pays. Excellente réponse de Christine O'Krent.
C'est une histoire incroyable. J'ai moi-même du mal à comprendre pourquoi ils s'engueulent, parce que moi je pensais que ce qui comptait c'était c'est insensé. Alors, ils ont besoin de s'envoyer des commissions rogatoires pour faire un pas, pour passer de la cuisine à la salle de bain. Alors, expliquons. Donc, depuis 2 mois, les habitants de cette petite ville qui s'appelle pas Bar-le-Duc, Baerle, et plus loin, Duc. C'est une ville. C'est Bar-le-Duc. Ça un drôle d'accent, quand même. Baerle-Duc. Moi, j'habite à Baerle-Duc. C'est Bar-le-Duc en belge. Ben oui, c'est ça. Voilà. Baerle-Duc. Baerle-Duc. Alors, dans cette maison vivait une femme d'origine biélorusse, un mari, un enfant de 4 ans, voilà. Donc un couple avec un enfant, on va dire. Et la maison est située à cheval sur la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. L'entrée de la maison, et moi je pensais que c'était ça qui comptait quand même. La porte d'entrée se situe en Belgique. C'est donc la police belge qui investit les lieux, prévenus par les voisins qui n'ont pas de nouvelles de la famille. Elle est entrée, hein? La police, elle est entrée. La police belge elle a dû s'arrêter parce que c'était la Hollande. À l'aide des chiens, ils repèrent des traces de sang dans le salon. Le salon est côté belge, voilà. Le chien fait un bond dans la pièce de séjour voisine, qui elle, la pièce de séjour, est côté hollandais. Et là, il retrouve dans le placard le corps sans vie de la mère de famille. De la Biélorusse. Donc elle est complètement morte en Hollande, excusez-moi. Non, parce que la maison, comme dit Laurent, à juste titre, normalement c'est l'entrée qui compte. Parce que je vois mal la police belge alors là, c'est plutôt la sortie. Voyant à la limite de la pièce de séjour le cadavre de cette malheureuse, appelant leur voisin hollandais. Non mais attendez, c'est énorme. Leur voisin hollandais disant, venez vite ici parce que pour nous tout est en ordre. Mais je crois qu'il y a du travail pour vous. Mais c'est quasi ça qui est en train de se passer, parce que ils ont fait appel à des géomètres et à des satellites pour déterminer le tracé exact de la frontière. Et alors ils ont tracé et ils ont tracé une ligne blanche à la pâture dans la maison pour savoir où exactement passait la frontière. Et alors ils vont calculer si elle avait la tête d'un côté, les pieds de l'autre. C'est pas ça, parce que le meurtre a pu être commis en Belgique et le corps traîné jusqu'aux Pays-Bas, puisque le meurtre a pu être causé, vous voyez, dans une pièce, et le cadavre caché. Traîné, mais pas longtemps, tu vois, 50 cm, ça suffit. C'est extraordinaire. Et pendant le temps qu'ils font les satellites et les trucs pour savoir où c'est là, la malheureuse agonisait. Ça a duré 3 jours. Ils auraient pu la sauver. Mais ils savaient pas que c'était des infirmiers belges ou des infirmiers hollandais qui étaient venus. Mais les médecins disaient, le corps médical est partagé. Je savais pas, honnêtement, cela dit, que des frontières traversaient des maisons. Je pensais que c'était au moins suffisamment bien dessiné. Mais viens chez moi, il y a la frontière entre l'amour et l'érotisme chez moi. L'absurdité totale, c'est que c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des conventions policières au sein de l'espace Schengen, etc. Donc c'est absolument ridicule. Au moins, comme le salon est côté hollandais, on a le droit de fumer le cannabis côté hollandais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Tu peux fumer dans ton salon. Quand tu rentres le pire, c'est qu'ils ont acheté une cuisine américaine. Non, le plus intéressant, c'est la fin de l'article. Je sais pas si vous êtes allé au bout de l'article, Christine. C'est pourquoi cette maison est ainsi. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette maison-là. C'est un ancien poste frontière. C'est une ancienne banque, une agence bancaire, et les clients belges entraient par la porte située en Belgique et pouvaient accéder de l'intérieur de la maison à un guichet qui lui était situé aux Pays-Bas et y réalisait des opérations qui étaient moins taxées qu'en Belgique. Mais bien sûr. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il devrait faire au Liechtenstein. Puisqu'on est dans la géographie, vous allez certainement pouvoir me dire quel président communiste vient d'être... Chypre. Pardon? Chypre. Ah non, moi je vais vous dire, il s'appelle Christofios. Non, il s'appelle Dimitris. Christofios. Comment vous dites? Christofias. Voilà. Dimitris Christofias. Bonne réponse de Stevie, Christine et Caroline. Je me suis dit, ça, c'est un nom à la con, il faut le retenir, il va y avoir une question sur lui. Non, ce qui est fou, c'est qu'il soit communiste, quoi. Ah, un président communiste. D'ailleurs, le Parti communiste français a envoyé un télégramme de félicitations. C'est vrai, au président chypriote. Voilà. Ça leur fait du boulot. Hein. Bah oui, écoute, ça leur fait quelque chose à faire. Non mais ça leur fait surtout, ça leur fait pas surtout un gros budget dans l'année. Chaque fois qu'ils doivent féliciter un chef d'État communiste.
il y a le frère de Castro, là, quand même. Ça en fait 2 dans la semaine. Raoul. Oui. Puis ça, c'est une vraie surprise. Hein. Non, en même temps, pour Chypre, c'est bien parce qu'il paraît qu'il est lui aussi pour tendre la main à la partie turque de l'île. Ah, mais c'est bien. Oui. Parce que un communiste, j'espère qu'il va faire la révolution là-bas pour que l'île devienne qu'un seul et une grande nation, quoi, en fait. Pourquoi Chypre aussi à cheval entre deux frontières? Non, c'est pas ça. C'est que l'île de Chypre, elle est séparée. T'as une partie qui était grecque avant et qui est toujours grecque, enfin qui parle grec, et puis une partie turque. C'était ça, je crois. Il y a une ligne verte qui divise l'île, 180 km de barbelés, nous rappelle Libération aujourd'hui, gardés par des casques bleus, les deux communautés n'ayant quasiment aucun contact. Voilà pourquoi ce président communiste tend la main à la partie turque de l'île. J'espère qu'il fera la paix dans les kebabs en France, parce qu'on ne sait pas si c'est des sandwichs grecs ou des sandwichs turcs. La première version date d'il y a 30 ans et celle qui sortira bientôt va durer 40 minutes. De quoi s'agit-il ? La première version date d'il y a 30 ans et celle qui va sortir bientôt durera 40 minutes. Alors, ça a duré 40 minutes il y a 30 ans aussi ? Non, 78. Justement. Non. C'est de la musique. C'est de la musique. C'est de la musique, Christine. On a retrouvé des originaux de bandes d'un groupe non, qui est... Non, du tout. C'est justement pour célébrer le 30e anniversaire de quelque chose qu'on va en faire une version de 40 minutes. Que quelqu'un, précisément, va en faire une version de 40 minutes. Fêter les 30 ans de carrière d'un artiste ? Non, du tout. Non. C'est d'une cérémonie ? C'est son premier succès à cet artiste. Ça fait 30 ans qu'il a eu ce succès-là et il décide d'en faire une version qui va durer 40 minutes. Ah, ça doit être Laurent Voulzy et Rock Collection. Excellente réponse de Caroline Diamant. Vous m'aidez, Caroline, sur ce coup-là? 1, 2, 3. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, je plissais que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un vieux morceau de ferraille usé, scout de je crois qu'on va écouter l'original. Ouais, je crois aussi. On n'a pas encore la version de 40 minutes, je vous rassure. C'est pas la plus jolie, hein. C'est là où il y a, et les Beatles chantaient. Exactement. Et les Beatles chantaient. 40 minutes avec ça. On écoutait, on entendait à l'époque dans sa chanson des morceaux des Beach Boys, des Stones, des Beatles, et il a d'ailleurs réussi sur scène il n'y a pas si longtemps que ça en faire une version d'une demi-heure en ajoutant des reprises supplémentaires, et là il en rajoutera encore pour faire une version de 40 minutes à l'occasion du 30e anniversaire de cette chanson. Rock Collection, la version originale signée Laurent Voulzy. Ils sont 15 à se relayer pendant une semaine. 15 à faire quoi ? À jouer au rugby ? Non, bah oui, c'est vrai qu'on pourrait penser. D'ailleurs, ils n'ont pas été très bons, nos rugbymen français. On regrette. Qu'est-ce qu'il était bien. Ils vont pas monter le Kilimandjaro. Bernard Laporte. Pierre, on le regrette. Bernard Laporte, il était formidable. Il a été appelé à de hautes fonctions. Avec lui, on l'aurait gagné la Coupe du Monde de rugby. Bien sûr, on l'aurait gagné. Bon, en tout cas, il ne s'agit pas de rugby pour ces 15 personnes qui vont se relayer pendant une semaine. C'est les ministres qui vont se relayer pour essayer de... Ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas des hommes politiques qui vont être des sportifs, quinzaine, pas sportifs, à se relayer jusqu'au week-end prochain. Bah, c'est des plombiers qui doivent arranger une fuite d'eau au château de Versailles. Non. Oui, remarque, c'est vrai que ça pourrait faire la une dans l'actu. Tu peux savoir d'où ça sort cette idée, Pierre? Je prends comme ça. Non, parce que j'ai un électricien qui va venir chez moi pour refaire mon système électrique, et on m'a dit, vous en avez pour 7 semaines. J'ai dit, mais il est tout seul? Non, ils sont 4. Il va y avoir 4 personnes pendant 7 semaines. En plus, ça arrive pas souvent. Moi, la dernière fuite que je connaisse, c'est celle de Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, franchement. Alors, ils sont 15 à se relayer pendant une semaine. Ils vont surveiller quelque chose? Oui, en quelque sorte, Christine. Ils vont mettre leurs mains dans le trou du cul des vaches. Entre autres, exact. Oui, ce sont les vétérinaires de garde pendant le salon de l'agriculture. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et nous avons au téléphone Laurent Gonneau, qui était vétérinaire de garde, de service ce week-end. Bonjour, monsieur Gonneau. Oui, bonjour. Il paraît que vous êtes déjà de retour chez vous à Châteaubourg, dans l'Ille-et-Vilaine. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes de garde juste 48 heures et c'est moi qui ai effectivement assuré la garde des premières 48 heures. Et c'est un autre vétérinaire qui a pris le relais depuis. Voilà, nous sommes 2 en fait. Ah, vous êtes 2? Vous qui avez été renvoyé.
Ah non, c'est pas moi. Le président de la République qui a dit casse-toi, pauvre con, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est un de vos confrères. Pourquoi vous êtes seulement 2, puisque dans l'article du Parisien signé Benoît Haas, je lis que vous êtes une quinzaine. Oui, nous sommes une quinzaine, mais nous sommes en fait une quinzaine à se relayer en fait tout au long de la semaine. Ah bon, mais nous travaillons en binôme. Est-ce qu'elles vont bien justement? Parce que ça c'est une vraie question que se posent parfois certaines personnes. Est-ce que c'est bon pour leur santé à toutes ces bêtes d'être au salon de l'agriculture? On les dit stressées par les nombreux visiteurs. Oui, c'est vrai et faux, parce qu'en fait, ce sont des bêtes qui sont quand même habituées au concours. Ah. Ce sont des bêtes qui font régulièrement des concours, qui sont exposées. Donc, celles qui sont là pour la première fois, effectivement, peuvent être un petit peu stressées. Mais comme général, le président Sarkozy, par exemple. Oui, peut-être, oui, mais non, en général, elles sont habituées et on n'a pas de gros problèmes sur place, en fait. Maman, est-ce que c'est vrai que vous leur demandez aux vaches leur carte vitale avant de les soigner? Non, il n'y a pas de carte vitale pour les vaches. Elles ont par contre un document d'accompagnement, en fait. Elles ont une carte d'identité qu'elles doivent montrer en arrivant. Qui vous paye d'ailleurs? C'est la question que j'allais vous poser. C'est gratuit votre service pendant 48 heures au salon, ou est-ce que chaque agriculteur auprès de qui vous intervenez pour une de ces bêtes doit payer lui-même? Alors en fait, oui, il y a une partie qui est payée par le comité d'organisation, mais les éleveurs payent quand il y a des soins à faire. Et les médicaments que nous sommes amenés à administrer sont payés par les éleveurs en fait. Pierre, voilà, j'ai une histoire de vétérinaire qui m'a stupéfié. Il existe à Paris un vétérinaire en bas de l'avenue Mozart, dans une petite rue où habite, je crois, Carla Bruni, par là, tu vois. C'est un vétérinaire. Et là, je passais devant, et je vois un type avec une casquette et tout, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il y a un grand restaurant à côté? Pas du tout. C'est un voiturier pour dames en 4x4 qui viennent apporter pirate à mal aux yeux, tu vois, genre comme ça. Ah bah oui, et donc, elles apportent leur chat, et pendant ce temps, le voiturier prend leur voiture et gare leur voiture. Un voiturier chez un vétérinaire. Et vous ne trouvez pas qu'on doit supprimer tous les animaux de compagnie de Paris? Non, je veux dire, non, parce que faire popo, comme ils disent, sur le trottoir, je ramasse, tu ramasses, j'ai des gants, j'ai des pelles. Ça, c'est rien. C'est pas une révolution. Mais des malheureux qui sont là. Et qui n'ont pas de médecin, qui ne peuvent pas avoir eux-mêmes un infirmier pour leur enfant, pour leurs enfants qui meurent de faim, qu'ils ont pour un vétérinaire, pour leurs animaux en peluche. Un mec qui est là, un malheureux qui est dans le froid, pour garer des 4x4, qui fait du CO2. C'est un beau métier, voiturier de vétérinaire. Voiturier de vétérinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, non, on voit ça peut-être dans les beaux quartiers de Paris, mais je vais vous dire, nous, en province, on n'a pas de voiturier, enfin, nos clients n'ont pas de voiturier. Eh bien, monsieur, justement, c'est pour ça que je l'estime pour vous. Parce que les animaux à la campagne, oui. Les animaux à la ville, non. La ville à la campagne, non. La campagne à la ville, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, donnez-moi un ou deux cas pour lesquels vous avez dû intervenir ce week-end auprès de certaines bêtes. Ce week-end, c'était surtout à l'arrivée, sont des petits traumatismes en fait. Les animaux voyagent pendant plusieurs heures. Le stress, quoi. Oui, c'est ça. En fait. Et puis il y a quelques, éventuellement des chutes, des petites entorses, des petits bobos comme ça. Un truc comme ça, quoi. Un mot plus haut. Non, ce qui était truculent il y a quelques années, c'était quand même quand il y avait des vélages parfois au salon. Quand il y avait quoi, des vélages, des naissances. Ah oui. Ça pouvait arriver. Donc là, effectivement, ça attirait du monde et ça faisait sensation. Ah. Et là, ça ne... Mais ça, c'est à cause du président Chirac, donc, qui faisait les inséminations lui-même. Alors non, ce n'est plus d'actualité parce que les animaux, donc pour leur bien-être, ne doivent plus voyager en fin de gestation. C'est vrai que la cloche les fait déstresser. Je lisais ça dans Libération aujourd'hui, la fameuse clarine. Oh bah oui, elles sont habituées en fait avec leur cloche, donc effectivement ça les rassure, je dirais. Elles sont dans leur élément, quoi. Le bruit calme les vaches, elles situent mieux. Elles sont habituées à ce son, donc si on leur enlève, elles vont effectivement être plus stressées. Surtout que l'environnement est quand même assez bruyant sur place. Vous êtes vétérinaire en Bretagne? Oui, tout à fait, oui. Et ça veut dire donc que vous êtes allé faire un petit tour, j'imagine, quand même pendant le salon, parce que vous êtes de garde, mais vous avez pu quand même faire un petit tour du salon de l'agriculture. Vous êtes allé au stand breton voir un peu ce qui s'y présentait? Oui, on fait un petit tour en fait sur place, oui. Ouais. Et vous dormez là-bas? Alors non, on dort pas sur place. Nous, on est logé à l'extérieur, mais on est disponible en cas d'urgence. Ah, mais on vous donne une étable ailleurs ou quoi? Voilà, exactement. Je pense que c'est appelé ça une étable. Étable d'hôtel, ça s'appelle. Merci, Monsieur Gonneau. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Christine O'Krent.
Stevie Boulet, Maman, Pierre Bénichou, Caroline Diamant. Et je voudrais que vous ayez une pensée aujourd'hui pour Monsieur Tang Sang. Celui qui a échoué au présidentiel tahitienne. Présidentielle tahitienne. Oui, enfin, non, c'est le leader indépendantiste qui s'est fait rouler dans la semoule par Gaston Floss et par Tumaru qui se sont embrassés et changé leur collier de fleurs après s'être fait la guerre pendant 30 ans. Voilà, c'est drôle ça. Bonne réponse de Stevie et Christine. C'est curieux ça quand même. Alors, comment c'est possible que deux partis aillent à l'encontre du choix des électeurs finalement? Parce que complètement. C'est vraiment ça. Ça s'appelle un petit arrangement entre faux amis. En fait, les indépendantistes voulaient sanctionner le gouvernement, comme Tang Sang était considéré comme le candidat de l'UMP, de Sarkozy. Voilà, Monsieur Sarkozy qui doit se rendre là-bas d'ailleurs. C'est ça. Voilà, il y a une explication comme ça. Mais on nous dit que c'est un coup de théâtre qui pourrait retarder finalement l'avenue du président en Polynésie, en tout cas qui pourrait l'autoriser à revoir son agenda, nous dit-on. Normalement, effectivement, il devrait s'envoler pour la 3e semaine d'avril à Papeete. Non, c'est le nom de la ville, Pierre. C'est pas non, parce que je vous vois venir. Remarquez, il est bien capable, le président de la République, lâché comme il est. Hein. Ouais, bien sûr, il peut aller aussi au lac Titipi Caca pour il arrive là-bas, il fait... Non, mais écoutez, c'est pas la plaisanterie digne de vous. Non, mais c'est très intéressant, cette histoire. Parce que Floss avait été quand même un Chiracien, la preuve de première bourre, désavoué un peu par Chirac. Ouais. Oui, ben et Sarkozy a dit, je vais lui filer le coup de grâce. Il lui met l'autre dans les dents. Et pense qui c'est qui arrive? L'indépendantiste. C'est quand même plus marrant que la 3e circonscription du Val-de-Marne, excusez-moi. Ou Neuilly. Ah non, pas un mot sur Neuilly. Ah oui, pourquoi? Les patriotes ont choisi. Les patriotes ont choisi. Oui, mais quoi, je ne sais pas. Oh, c'est sympa, Neuilly. Moi, je trouve que c'est une banlieue. Comment va la candidature de votre copine, d'ailleurs? Eh bien, écoutez, je dois vous avouer qu'elle a accepté une proposition de Jean-Christophe Fromentin. De ralliement? De ralliement. Oh là là! Oh, mais ça nous a échappé. Ça se divise, là. Voilà. Ça alors, c'est un vrai bordel, alors, donc. Non, voilà, elle va s'occuper de projets culturels pour les 12-18. Et vous-même, vous aurez un rôle? Ah ben non, moi j'habite pas Neuilly. C'est vrai? Vous voulez que je fasse? Vous pourriez déménager pour? Oh non, moi je suis dans le quartier de Françoise de Panafieux, ça se quitte pas ça, monsieur. Ah, elle est dans le 1-7, elle. Et alors, même de Panafieux, vous l'avez vu ce week-end, il paraît qu'elle était en blouse bleue avec un balai pour montrer que Paris... Au salon de l'agriculture? Non, dans le 17e, pour montrer que Paris n'était plus assez propre. Elle était avec d'autres militants et elle avait une blouse bleue, des balais, ils avaient tous, et ils disaient, ah, Paris n'est pas propre. Elle a même changé de nom, elle s'appelait Mariama Panafieux. Pourquoi? Parce que c'est les Mamadou qui balayent toujours à Paris. Non, je ne l'ai pas croisée. Ah, c'est dommage. Non, elle devait être oui, ils ont dû faire un spectacle pendant le marché, j'imagine. Ah, j'imagine. Ouais. Oui, non, mais moi, j'ai croisé Rachida Dati dans le 7e. Ah. Qu'est-ce qu'elle est petite, la vache. Oh là là. Comment ça, la vache? Dis donc. Mais on voit qu'elle est toute fine. Non, mais c'est pas toute fine, toute femme. Tu te dis, mais quel mérite qu'elle a. Ah oui? Quel mérite qu'elle a, pourquoi? Quel mérite qu'elle a, elle pèse 0 kg, mais tu peux pas savoir comment qu'elle est petite. Oh là là, j'ai dit, mais son cerveau est peut-être aussi lourd que le tien. Elle est garde des Sceaux, mais elle les porte pas, vous savez. C'est incroyable. Non, mais elle était très charmante, mais c'est vrai que on est étonné par la fragilité, le côté frêle de cette charmante jeune femme. Qu'est-ce qu'elle est petite, la vache, dis donc. Puisqu'on est dans les municipales, il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Collat qui a dû se retirer de la liste UMP de Pierre Lelouch dans le 8e arrondissement. Pour quelle raison a-t-il dû se retirer de cette liste? Parce que son vrai nom, c'était Stéphane Collat-Roux. Non, pas du tout. Ah bon. Je croyais que Pierre Lelouch était dans le 9e. Non, Pierre Lelouch est député du 9e, c'est tout le problème. D'ailleurs, il est candidat en revanche à la mairie du 8e contre le maire sortant, Monsieur Lebel, qui a marié, vous le savez, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Alors attendez, il s'est retiré. Vous voulez qu'on trouve pourquoi il s'est retiré? Ah bah oui. Il s'est retiré ou il s'est fait virer? Non, c'est la question. Il s'est retiré. J'imagine qu'il y a un petit mélange des deux. Alors, il s'est retiré... Mais quand on se retire, on sait jamais trop si on vous pousse. Parce que Nicolas Sarkozy, il veut garder le maire du 8e en place. Il veut pas que... Non, j'ai dit que ça n'avait aucun rapport avec la polémique, car elle existe aussi entre le maire sortant du 8e et le député du 9e candidat dans le 8e avec l'étiquette. On est d'accord qu'on ne connaît pas ce nom, donc c'est pas quelqu'un d'extrêmement... Eh bien, écoutez, je crois à Stéphane Collat pour tout vous dire que quelques-uns parmi vous le connaissent. Le pseudo de Martineau? Non, pas du tout. Ah, c'est pas j'allais dire le pseudo de Stéphane Poquelin. Non.
Stéphane Collard, ça me dit. On le connaît? Ça veut dire qu'il a un autre métier? C'est vrai, Stevie, c'est vous qui le connaissez le mieux parmi nous. C'est le DJ du Queen. Il a un autre métier. Jamais, mon pauvre garçon. Tu ne sors plus. Est-ce qu'il a un autre métier? Oui, c'est d'ailleurs pour ses raisons et pour ses activités. Il est pas dans les animaux ou je sais pas. Pas du tout. Dans la mode? Non. Il est pas dans la mode? Non. Non. Dans la coiffure? Non. Boîte de nuit? Non. On aurait pu le connaître de manière professionnelle ou amicale? Non, parce qu'on l'a croisé sur un plateau télé. Oui, c'est le beau monsieur. Oui, il est trop beau. Ça y est, vous voyez? Ah oui, il est mignon. Alors, dis-nous qui c'est maintenant. C'est le mec qui a fait le site internet là pour noter les professeurs. Et ça doit faire ça. Enfin, les politiques, ils aiment pas trop quoi. Ils aiment pas tellement l'idée. Darcos d'ailleurs, il supporte pas du tout l'idée, il me semble. Et donc, on doit essayer de l'éjecter parce que ça. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il y a la photo ou pas? Stéphane Collard, 37 ans, et c'est lui qui a créé ce site, vous savez, pour que les élèves puissent noter leur professeur note2be.com. Et il doit d'ailleurs passer devant le tribunal de grande instance de Paris, puisque son site a été assigné en référé par le SNES, le syndicat majoritaire dans les collèges et lycées, par la FSU, la fédération majoritaire dans l'éducation, mais aussi 6 enseignants, tous domiciliés en Île-de-France, qui ont porté plainte contre ce site internet. C'est que ça va quand même assez loin, c'est quand même assez fou cette histoire. Total, comme il était sur la liste UMP de monsieur Lelouch, et que ça crée quand même quelques histoires, je crois que c'est lui-même, il a préféré se retirer de la liste UMP. Dites donc, décidément, il a beaucoup de points communs avec vous, ce garçon, hein, Steve. Vous vous rendez compte un peu, il était sur une liste, il a tout pour vous plaire. Alors. Moi, je suis pas sur une liste UMP. Non, mais lui, oui. Non, j'avais bien noté sur le plateau qu'il y avait comme, c'était le jour de la Saint-Valentin, en plus. Est-ce qu'il y a la photo dans l'article que vous tenez à la main? Parce que je ne vois pas, alors je vais le googler. Vous étiez contre, vous, bon, franchement. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire que ma fille, qui est en 5e, a eu une punition que je trouve débile. Je ne savais même pas qu'on faisait encore des punitions comme ça. Rien. Les élèves, vendredi... Non, attends, je vais t'expliquer. Vendredi soir, quand la cloche a sonné lors du dernier cours, les enfants se sont permis Pourquoi la cloche a sonné? Parce que vous êtes allé chercher votre fille? Non, ils se sont permis de décompter de 10 à 0 avant le début des vacances scolaires. Il y a eu une punition générale. Admettons, le professeur n'a pas d'humour, elle donne une punition, ce qui est déjà débile. Et alors, qu'est-ce qu'elle leur donne comme punition? Je savais plus que ça existait. Il ne faut pas décompter les minutes avant que la cloche ne sonne, écrit 100 fois. Vous saviez qu'on redonnait encore ça aujourd'hui à des élèves de 12 ans? Attendez, que je comprenne. Si je devais la noter, je la noterais, je peux vous dire. Cette prof de SVT en classe de 5e. SVT? Elle est sur le site parce qu'il doit exister encore, hein, quand même. On va se gêner. Vous pouvez y aller, c'est le titre de l'émission. On va, mais sérieusement, vous pouvez le faire parce que le site est toujours. Mais oui, mais vous savez, ma fille, chaque fois que je veux protester ou dire quelque chose, elle est tellement timide et réservée, elle m'interdit. Comme toi. Timide et réservée, je la vois bien gueuler. Ouais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est les vacances, casse-toi connasse, qu'elle a lui a dit à la prof. Oh non. Non? Ma petite choupette. Ah non. Votre petite choupette, vous la connaissez pas, une fois qu'elle est en classe, c'est peut-être une furie, votre choupette. Non. Elle est trop belle, Salomé. Dans tout le quartier du lycée, on le connaît. Ouais, t'as la blague. Non. Ça se trouve, elle a même monté un tripot de poker à la récré. Ça, c'est pas pareil, ce serait possible, voyez-vous. Non, il faut se méfier de Lokider. Hein. T'entends, elle dit, ma mère, elle aurait fait tapis. Marcel Volo a 90 ans. Il est en photo dans la presse ce week-end. Parce qu'à 90 ans, il est quoi? Le plus ancien quoi? Le plus ancien créateur de site web. Pas du tout. Ça, ce serait... Le plus ancien joueur sélectionné de rugby, non? Bonne réponse de Pierre Bénichou. Qui a bien lu le journal du dimanche. Marcel Volo est le 364e international tricolore qui effectivement est encore vivant à 90 ans. Il était talonneur. Il a fait partie de l'équipe de France de rugby en 45 et en 46. Et il était invité ce week-end par la Fédération française de rugby à assister évidemment au match France-Angleterre. Parce qu'en fait, il y a plus tant que ça, vous savez. Mais il est à l'honneur ou il est talonneur? Les deux. D'accord. Il est talonneur.
Ah d'accord, mais parce que ça existe, donc le mot, on peut être talonneur au rugby. Pierre, expliquez ce que c'est. On peut être talonneur au rugby, non, penses-tu? Non mais écoute, on peut pas être talonneur. On peut pas être raquette au tennis non plus, c'est des conneries tout ça. Mais talonneur, c'est un rôle. Talonneur, oui, c'est un type qui talonne dans la mêlée, qui donne un coup de talon. D'accord. Bon, c'est ça un talonneur aussi, hein. Je passe ma journée. Et c'est pas comme un amoureux qui arrête pas de t'embêter. Donc tu dis il me talonne. C'est pas pareil. Bon, c'est rare que je dise d'un mec qui me talonne. Ouais, oui, c'est rare que ça arrive aussi. Oh, si tu savais, mon grand. Oh. Pierre, vous êtes un peu talonneur pour Caroline vous-même. Oh, un peu. Et il est au stade du piétinement sur le bout du pied. Qu'est-ce que Philippe Grimbert et Éric Emmanuel Schmitt ont décidé de faire eux-mêmes que d'autres auteurs n'ont pas fait? De ne plus écrire des pièces. Non. De mettre en scène peut-être. Non. De réaliser. C'est vrai qu'Éric Emmanuel Schmitt a dit qu'il avait mis en scène pour la première fois depuis qu'il est. Mais Philippe Grimbert, je crois pas, n'a mis en scène quoi que ce soit au théâtre. Non. Alors, ils ont décidé de faire quelque chose pour la première fois. Oui, c'est la première fois que de ils font ça. jouer eux-mêmes leurs pièces. D'autres l'ont fait avant eux. Certains disent non, je préfère faire ça par quelqu'un d'autre. C'est leur première à eux. Voilà, c'est pas la première de leur profession. Voilà. Oui. De jouer eux-mêmes. Non, pas de jouer. Ah, quoique. Quasi. Philippe Grimbert, c'est celui qui a écrit un secret, c'est ça? Philippe Grimbert, c'est celui qui a écrit un secret. Qui a pris la parole dernièrement à propos des enfants, des enfants de la Shoah qu'on voulait confier, dont on voulait confier la mémoire à tous les écoliers. Mais ça n'a pas il a dit qu'il était contre, et il est psychanalyste. C'est bien ça, lui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut foutre, lui, qui a tellement de talent, avec Emmanuel Schmitt, qui n'en a aucun? Est-ce que ça a un rapport avec le fait, genre faire tout, c'est-à-dire écrire une pièce, la mettre en scène, jouer dedans, non, faire c'est la par musique. rapport à leur livre. D'accord. Il le eux-mêmes. publie à compte d'auteur. Non, il ne le publie pas à compte d'auteur, mais Christine n'était pas très loin. Est-ce que c'est un rapport sur le fait de peut-être le vendre sur Internet? Non. Le vendre à la sortie du théâtre? Le lire eux-mêmes sur les nouveaux systèmes d'audio. On écoute le livre, on le lit plus. Excellente réponse de Christine O'Krent. Comment s'appellent ces livres que l'on écoute? Les audios libres, on va appeler ça, puisque c'est Hachette, Albin Michel et France Loisirs qui ont décidé de se regrouper pour offrir. Ça existait déjà dans certaines villes, mais là, ce sont dans des bibliothèques spécialisées qui offrent aux non-voyants des livres lus par des personnes de la ville qui ont décidé. Ah bon, ça existe, ça? Ah oui, ça existe. Non, parce que je savais qu'il existait des livres célèbres lus par des comédiens, par des grands comédiens. On cherche des voix d'ailleurs dans toutes les villes et toutes les régions pour ces associations qui permettent aux non-voyants de lire les derniers livres et même ça va même dans le sens contraire maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes non-voyant, vous allez dans ce genre de bibliothèque, vous dites il y a tel livre qui est sorti, j'aimerais à pouvoir avoir ce livre-là et on vous fait la lecture à la demande par quelqu'un qui est bénévole dans l'association. Moi je serais prête à le faire ça. Bah oui, moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, franchement. Voilà. Mais alors là, on va plus loin que ça puisque ce sont quasiment des CD qui seront en vente directement. 3 maisons d'édition ont décidé de publier des livres qui s'écoutent. Et parfois, les auteurs ont accepté de lire eux-mêmes leurs livres. C'est le cas d'Éric Emmanuel Schmitt pour, par exemple, L'Enfant de Noé ou de Philippe Grimbert pour Un secret. Parfois, ce sont d'autres comédiens. Par exemple, Sylvie Testu, qui lit le livre d'Amélie Nothomb, Ni d'Ève, ni d'Adam, puisque ce sont vraiment leurs derniers bouquins qui sont ainsi vendus en CD. Ça serait bien que Henri Guénaud fasse la même chose avec ses discours. Parce qu'il y a un Proust célèbre, je ne sais plus qui, un comédien très célèbre, qui dit il y a 132 CD. Et il y a, je ne sais plus à qui, personne âgée, à qui on a offert ça pour son anniversaire. J'avais participé à ce... 132 CD pour lire tout Proust. Tout Proust c'est lu par la même personne, mais qui était-ce? J'ai au téléphone Valérie Lévy-Soussan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Audio Libre, donc qui regroupe 3 éditeurs qui ont donc décidé de s'adresser pas seulement aux non-voyants, si j'ai bien compris. Non, effectivement, on veut s'adresser à tout le monde et aussi aux plus jeunes pour leur donner le goût de la lecture, mais aussi à toute personne qui veut lire en déplacement. Sur leur MP3. Et là, Caroline réagit tout de suite bêtement. Vous allez voir pourquoi. Car je sais que vous avez la réponse. Elle dit bah non. Moi, j'estime que c'est pas en écoutant un livre lu que ça donne le goût de la lecture. Alors, réponse à ça, madame. Écoutez, ça donne aussi le goût de la lecture, c'est-à-dire que quand on entend quelque chose, on peut avoir envie d'accrocher, on s'accroche à un texte. Bien sûr, ça n'empêche pas de lire le papier, mais il y a un charme de la voix, il
on peut entendre des phrases qu'on n'entendrait pas forcément quand on se lit dans sa tête. Et avant, les livres étaient lus à haute voix par quelqu'un dans la famille, à l'ensemble de la famille. Sûr. Il y a quelques siècles de cela. Les écrivains donnaient lecture de leur texte et même les écrivains en écrivant, quand on pense à Flaubert, lisaient son texte à voix haute pour voir comment ça résonnait. Donc c'est pas à la place d'eux, c'est vraiment autre chose. Moi j'ai eu le goût de la poésie en entendant quelqu'un dire de la poésie. C'est comme pour la bande dessinée d'ailleurs, on dit faut pas faire lire de la BD, mais oui, parfois la BD est aussi l'ouverture vers d'autres livres, et peut-être que d'écouter un livre sur un CD, sur son MP3. Ce que je comprends pas bien, c'est un des arguments que j'ai pu lire qui dit mais par exemple dans les transports, on ne peut pas toujours lire, mais on peut plus facilement écouter son MP3. Par exemple en voiture, on peut écouter des CD, en voiture, et dans les transports, c'est vrai que quand on est serré dans le métro, on peut pas forcément ouvrir son livre. Et que les gens qui ont toujours un MP3 vissé dans l'oreille peuvent avoir envie d'écouter autre chose que de la musique. Bon, on vous souhaite. Ça coûte cher? Non, c'est à peu près le même prix qu'un livre grand format, c'est-à-dire entre 14 et 23 euros. Moins cher qu'un disque de Laurent Voulzy, par exemple. Au témoin d'un doute, j'ai dit une bêtise sur Proust? Non, pas du tout. Vous n'avez pas dit ça. Ça existe. Ça a été enregistré par qui? C'est ça que je voudrais savoir. Écoutez, il y a Lambert Wilson qui l'a enregistré et qui encore et Trintignant aussi. Trintignant, c'est ça. Voilà. Oui, Trintignant, c'est quand même autre chose que l'autre. Les avis de Pierre Bénichou sur tout le métier chaque après-midi sur Europe 1. Trintignant est peut-être l'un des plus grands, des plus grands acteurs français de notre génération. Enfin, il est vraiment Lambert Wilson, non. Lambert Wilson, il joue pas mal. Lambert Wilson. Il joue pas mal à quoi, au tennis? Quel mépris, mais que tu es méprisant. C'est pas méprisant. Mais si. Non, c'est un acteur raté qui vous parle. Justement, Pierre, madame, est-ce que vous auriez besoin de la voix de Pierre Bénichou pour lire un des livres? Écoutez, pourquoi pas. Ce serait formidable, ça. Un San Antonio, Pierre. Un livre court, hein. Ça existe, San Antonio. Pépé la boulange. Stevie, Stevie, il a lu des histoires pour les enfants. Comment c'était l'histoire déjà de la carotte et du lapin, là? J'en sais rien. Je me rappelle plus. Les aventures de Oui. La fin. Vous les payez, j'imagine, ceux qui lisent. Oui, on les paye quand même. On les paye, c'est un travail. Ça nous intéresse encore plus. Bah oui. Parce qu'on peut faire. Moi, je veux bien faire à l'œil. On peut en faire 3-4 payés, puis un gratos de temps en temps. Moi, je veux bien faire à l'œil, vous lire tout Baudelaire à l'œil, voilà. Pierre Bénichou, ça serait un succès. Ça, super. Après, Lucchini lit La Fontaine, Bénichou lit Baudelaire. Ah non, si c'est dans la même collection, sûrement pas. Si c'est dans la même collection, sûrement pas. Regardez, Stevie, il l'avait fait, lui. Non, arrête, t'es chiant. Écoutez, Stevie. Voilà. Bonjour les enfants, c'est Stevie. Voulez-vous découvrir avec moi et en musique le monde qui nous entoure ? Mais il n'y a pas que les lapins qui mangent des carottes. Le petit cochon lui aussi en raffole. Le jour des épluchures de carottes. C'est si bon qu'il en chanterait le rock. Tu le dis très bien. Je suis un petit cochon très très sale. Je ne bois que de l'eau de vaisselle. Je ne mange que des épluchures. Et j'adore me rouler dans la boue. Non, mais c'était très bien, il lisait très bien. Oui. Évidemment, ça a un double sens, c'est ça le problème. C'est vrai que c'est charmant, c'est un peu désuet, le lapin. Ce qui est drôle, c'est qu'il est habillé en rose aujourd'hui comme un petit cochon, vraiment. Mais qui mange aussi de la carotte. Il s'habille chez Naf Naf, je pense que c'est ça. Allez, on vous applaudit et on vous remercie, madame. Merci beaucoup à vous. Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolib. Je vous emmène dans un village qui s'appelle Rochefourchat. C'est dans la Drôme, Rochefourchat. Quelle est la particularité de ce village à propos des municipales? Il n'y a qu'un candidat. Ils n'ont pas de candidat. Non. C'est un très vieux maire. Oui, c'est le plus vieux maire de France. Non, mais Stevie n'était pas si loin de la bonne réponse. Mais ce serait plutôt le contraire. Ils sont tous candidats. Non. Il y a plus de candidats que d'habitants. Bonne réponse de Stevie et Pierre Bénichou. J'ai pas bien compris d'ailleurs cet article de Maude Pierron à la une du JDD. Maude Pierron, en général, ne dit pas de conneries. Parce que c'est pas très clair. On nous dit qu'il y a 18 électeurs inscrits et il y a 12 candidats. Il y a donc quand même plus d'électeurs qu'il y a de candidats, mais alors on nous dit qu'il y aurait qu'une seule personne qui vivrait dans le village. Que des parachutages. Mon Dieu. Et c'est pas en Corse pourtant. Non, c'est dans la Drôme. Mais c'est des électeurs de Tibérie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir qu'une personne qui vit dans le village, mais il y avoir quand même 18 électeurs inscrits, c'est ça? C'est parce qu'ils parce qu'ils travaillent, ils vivent ailleurs. Ils vivent... Bah oui, ils sont inscrits.
sur les listes électorales de ce village, mais il réside où il vit, où il travaille ailleurs. Ouais, c'est ce genre de situation qui fait qu'on peut remplir les journaux à dire des conneries sans intérêt, quoi. Il y a 12 personnes, 18, mais il y a une dame qui est là, la buraliste, et d'ailleurs elle est aussi blanchisseuse, et son fils a dit qu'on voulait lui diminuer de moitié son logement parce qu'il travaille à 200 km. Oh là, quel ennui tout ça, mon Dieu. Le monde rural me ennuie beaucoup. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez vous lâcher, Pierre. Il n'y a pas de problème. Dites les mots qui vous viennent à la tête. Et je quitte donc un village pour un autre. Cette fois, c'est vers l'Odève que je m'envole. L'Odève. C'est dans l'Hérault. C'est dans l'Hérault. Bravo, Pierre. Dans le 34. Il y a un candidat là-bas qui s'appelle Pierre Guiraud, qui a déjà d'ailleurs été candidat là-bas dans ce village. Mais cette année, il a trouvé un truc beaucoup plus rigolo pour faire parler de lui. Il a inventé quelque chose qui amuse beaucoup les électeurs. Quoi donc? Alors là, il a inventé quelque chose. Pierre Guiraud est toujours candidat à la mairie de l'Odève. Il se lance à nouveau dans la course. Il a inventé quelque chose de rigolo. Mais il est pas maire actuel, non? Il était ébéniste de métier, pour tout vous dire. Ça peut peut-être il a vous fait une aider. Sculpture. Pas une sculpture, une statue. Peut-être que ces propositions, il les a gravées comme les textes de la loi. Non. C'est une véritable invention, un peu idiote, un peu marrante, un peu mais loufoque, mais. Une machine à voter? Pas à voter. Et une urne? Non. Une machine avec. Une machine à, ça c'est déjà pas mal. À voler? Non. Une machine à voter pour lui? Non. Une machine en bois. Une machine à. C'est en bois, s'appelle la machine à fabriquer des tracts. Non, la machine des électeurs. À taper. Non. La machine à faire des chèques en bois. À promettre. Pas promettre. À toujours dire oui. La machine à jurer. Non. C'est-à-dire, ce sera une machine que. En tout cas, Nicolas Sarkozy, il aurait eu cette machine ce week-end. Une machine à pouvoir d'achat. Une machine à pas dire de conneries. Monsieur Chirac n'aurait pas eu besoin de cette machine. À serrer les mains. La machine à serrer les mains. Bonne réponse de Christine O'Krent. Voilà, il a installé sur la voie publique cette machine automatique à serrer les mains des électeurs. Voilà, il dit que c'est un argument électoral selon lui. Il l'a fabriqué de ses propres mains. Il y a la photo. Oui, c'est plutôt rigolo, non? Voilà, la machine à serrer les mains. Je serre la main de Serge Eliado qui est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Quelles sont les chansons qui se ressemblent en ce lundi? Eh bien, je me suis intéressé à une chanson que Hervé Christiani a écrite pour Sabine Paturel quand elle était un petit peu en perte de vitesse en 1990. Elle avait besoin d'être relancée un petit peu et il lui a écrit une chanson et curieusement, la chanson qu'il lui a écrite, en tout cas le refrain de cette chanson-là, ressemble au couplet de Il est libre Max, chanson que Hervé Christiani avait lui-même écrite 9 années plus tôt. Mais là, on peut pas dire que ça soit du copiage puisque de toute façon, c'est Hervé Christiani, l'auteur ou plutôt le compositeur des deux. Voilà, il s'est autocopié ou alors il était un petit peu fatigué et puis voilà quoi. Et il a repris la chanson, il a juste un petit peu modifié la mélodie et il a refait la même. Voilà, il a fait du clonage. J'ai foulé ma poste de Pékin à Shanghai. J'ai fait du négoce pour un marchand d'éventail qui le soir me prenait la taille. Il met de la magie, mine de rien dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Insatiable, capricieuse et rebelle, tous mes désirs sont exaucés par le ciel. Oh, je suis de celles qui chaussent leurs ailes, qui changent de rivage chaque lune nouvelle. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Insatiable, capricieuse et rebelle, tous mes désirs sont exaucés par le ciel. Oh, je veux de l'amour tout le long du parcours. Donnez-moi le courage de ne jamais être sage. Qu'est-ce qui se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Bravo Serge, c'est évident. Ah, c'est pas méchant, c'est du recyclage. C'est bien, il faut recycler les chansons, c'est bon pour la planète. Alors vous ne recyclez pas, j'espère, mais vous avez créé pour nous une chanson flash qui concerne évidemment les débordements du président de la République. Et les inquiétudes de son entourage. Les municipales approchent et les gens de l'UMP sont inquiets de voir la cote du président chuter. Ils se disent, oh, s'ils pouvaient jusqu'au 9 mars au moins la mettre un peu en veilleuse, oui mais y a pas moyen. Et entre eux, ils se disent tout bas, c'est pas vrai, ce type-là, il n'arrête pas. Mais il les collectionne, Nicolas. Et encore une fois, c'est à nous de justifier cette gaffe-là. Oui mais on va dire quoi? Il n'y a qu'une chose à faire, il faudra qu'elle lui retire les piles, Carla. Car même quand il cause pas, les textos qu'il envoie font la une des médias. C'est dingue, on n'en sort pas. On est mal barrés les gars. Merci Serge. Christine O'Krent, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Maman. Ah, qu'est-ce que j'ai en magasin? Parce qu'il y avait une question là qui m'amusait bien. Je suis sûr que ça va intéresser Pierre Bénichou. Il s'agit d'un site internet et ce genre de site internet bat en ce moment, je dois dire, des records de connexion. Alors, je peux pas vous donner les noms des sites les plus connus, mais parmi ces sites-là, il y en a un qui s'appelle Pasado.com. C'est pour trouver l'âme sœur. C'est pour faire l'amour. C'est pas pour faire l'amour, c'est pas pour trouver l'âme sœur. Pasado.com. C'est écrit P-A-Z-A-D-O ou S? P-A-S-A-D-O. C'est un rapport avec le sexe? Ça, c'est un des sites les moins connus. Alors c'est un site italien ou espagnol? Non. C'est pour ça que vous avez prononcé Pasado, ça s'écrit Pasado. Je l'écris comme ça se prononce, P-A-S-A-D-O. En espagnol, c'est pas Pasado. Ça veut dire ce qui a trait au passé. Pour retrouver ses origines? Non. Ses potes, ses potes, c'est-à-dire ses amis, ses écoliers, les gens oui, de la même classe à l'école ensemble. Pour retrouver ses copains d'école, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'était la une du Parisien samedi. Les sites internet permettant de reprendre contact avec ses copains de classe 20 ou 30 ans plus tard, voire plus, connaissent un développement foudroyant. Alors les plus importants sont copaindavant.com, vous avez trombi.com, photodeclasse.com, facebook.com et d'autres un peu moins connus comme lesanciensdel'école.com, jeterecherche.e, nosretrouvailles.com, chasseurdamis.com, avisderecherche.com et pasado.com, qui est une version française d'un site britannique où on retrouve donc ses copains de classe. Non, mais espagnol, c'est normal. Avec le temps qu'on a mis à essayer de ne plus les revoir, on va quand même pas aller de se débarrasser des plus collants. Non, mais ça ne concerne pas les gens qui vivent dans la même ville. Ça concerne assez peu ceux qui sont restés dans leur ville. Toi, tu es né à Paris, tu as vécu à Paris, donc tes copines ou tes copains, si tu veux les voir, tu sais à peu près où ils sont et il y en a que tu fuis. Moi, qui, comme beaucoup de gens, comme la plupart des Français, je suis né dans un endroit, c'est lointain de l'endroit où je vis, qui est déménagé souvent, qui est ça. Bon, et puis qui est quand même 2-3 mois de plus que toi, donc je plus attiré par la nostalgie et le passado. Bon, donc j'ai plus envie. Cela dit, c'est une très bonne initiative, mais elle ne concerne que ceux qui Internet. C'est quand même toute la France n'a pas Internet. Non, enfin ça progresse. Presque tous les foyers. Il y en a beaucoup maintenant. Oui. Pardon, si j'aurais Internet, je regarderais Internet et il faudrait que je mette quoi? Bah tu mettrais Pierre Bénichou, telle année, classe de Schmurtz. Et tu retrouves. Oui, mais riche comme je suis, maintenant il viendrait me taper tout. Bah bien sûr, c'est pour ça que t'as pas intérêt à le faire. Alors justement, il y a des avis très divergents sur l'enquête réalisée par le Parisien. Alors quelqu'un qui nous dit par exemple, on s'est échangé des messages et des souvenirs enjôleurs car j'ai réussi à retrouver mon premier petit copain de l'école qui m'avait largué à l'époque. J'en avais un souvenir
cuisant, j'étais tellement amoureuse. Et puis il m'a envoyé sa photo et là, le choc, il a grossi, il a plus un poil sur le caillou. J'aurais préféré rester sur mon souvenir. Ah bah alors là, je comprends tout à fait, honnêtement. Dit Anne qui a 37 ans. Quelqu'un d'autre qui dit « Pour moi, les retrouvailles de la classe de 6e, ça a été ridicule. Tout le monde sortait les photos de ses enfants, s'écoutait parler sans écouter les autres. On faisait tous semblant de s'aimer alors qu'en fait, on ne se connaît pas. » Voilà des versions négatives. D'autres, évidemment, plutôt positives, de gens qui ont été heureux de se retrouver, avec qui ça s'est bien passé. Maman. Il y a un mec qui a voulu retrouver toutes les copines qui lui ont filé un râteau quand il était au collège. Il leur a dit « Je vous emmerde, je sors avec Carla Bruni maintenant. » Bien sûr, moi j'ai mis à toutes celles qui m'ont dit non. J'ai eu 8283 appels en 2 jours, dis donc. Oh, bah c'est bien. On attendait pour une déclaration, voilà, qui n'est pas prétentieuse. Et celles qui vous ont dit oui, 16 992. Ce temps-là a explosé, c'était 4. Stevie, vous avez essayé de retrouver vos copains d'enfance? Je les ai toujours. Ah bah voilà. Il faut dire que c'est Jamais pas Mais c'est encore un bébé, lui. Non, il n'a pas été à l'école. Maman, vous? Moi, j'aimerais retrouver Moussa. Il y a un mec qui me raquettait quand j'étais à l'école. Moussa, ouais. Je voudrais voir s'il est plus grand que moi, hein, toujours, parce que j'ai 2 copains à lui présenter. 2 copains du 9-3, hein, qui vont lui faire des bisous. Ah, j'ai personne dont j'aimerais me venger. C'est vrai? Tiens, vous avez de vous de... Non. Il y en avait un qui savait, et puis qui nous l'a dit. Non, c'était un... C'est l'histoire qui est arrivée, j'étais déjà... Pierre est dans une nostalgie, on comprend pas ce qu'il dit, mais il est en train de se rappeler de son enfance. C'est mignon, Pierrot. J'étais à Jour de France, et c'était le directeur du journal, il s'appelait le général de Bénouville. C'est un type comme ça, insupportable d'ailleurs, vraiment, extrême droite, et les françaises à mort, ouais, c'est tout bon, peu importe. Et un jour, il y a un type qui dit, on va interviewer Edmond Barachin, il dit, pas un mot sur Barachin. Pas un mot de mal sur Barachin. On dit pourquoi? On dit mais enfin il a fait ci, il a fait ça, c'est pas un type très bien. Pas un mot sur Barachin. Est-ce que c'est un homme de parole? On dit pourquoi? Il dit on était ensemble chez les oratoriens, on avait 11 ans, et un jour il y a un mot qui est passé, qu'on se passait de l'un à l'autre, c'était Edmond sait comment on fait les enfants, il le dira à la récré. Eh bien à la récré, c'était la vérité. Il avait tout dit. On a tous su ce que c'était que l'éducation sexuelle grâce à lui. Donc ce type-là, pas un mot contre lui dans le journal. C'est très mignon, c'est mignon. C'est une belle histoire. Mais ça remontait 50 ans, 60 ans avant. Vous, Christine, c'est en Belgique que vous avez vos petits camarades d'école ou de... J'ai cru que vous alliez lui demander si c'est en Belgique qu'elle avait appris comment on faisait les enfants. Oui, mais elle est embêtée, Christine, parce qu'une partie de la classe était en Hollande et l'autre en Belgique. Que ça remettant une frite dans c'est pour ça qu'elle a fait les enfants une fois seulement. Oh là là, mais quel festival! Mais qu'est-ce que t'as appris en Belgique alors là-dessus? Franchement, quelle honte! Non mais qu'est-ce que t'as appris en Belgique? Franchement, c'est mon votre dernier dernière, souvenir Christine. pour cette émission, cette espèce de plat de belgitude. C'est vrai, de plein pays. Pierre, j'espère que vous allez chanter une chanson à Christine. Ah bah oui. Pour la dernière minute de l'émission, que vous vous préparez, que vous réfléchissez, parce que faut lui dire au revoir à Christine Ah bah quand oui. même. C'est sa dernière parmi nous aujourd'hui. Donc je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir. Et puis pour l'instant, tiens, puisque c'est votre dernière et que vous aimez Sinatra, je vous offre un Frank Sinatra. Ah, merci. Paul Vernus, bonjour. Salut à tous. Ah, comment allez-vous en ce lundi? Écoutez, en ce lundi, très bien. Hein. J'espère que tout le week-end, vous étiez sur différentes pistes de scoop à travers Paris et le reste de la France. Un journaliste d'investigation ne se repose jamais. C'est 24 heures sur 24. Vous étiez par exemple au Fouquet's pour le dîner des Césars? C'était le 33e dîner. Hein. Alors, pour raconter un petit peu ce qu'il y avait d'étonnant à ce dîner, Alain Delon était très étrange. Parce qu'il est resté une bonne partie de la soirée à l'entrée. C'est-à-dire, on ne savait pas s'il accueillait les invités, ou alors s'il tenait le vestiaire. Mais c'est très étrange, il s'est même pas assis à la table. Ah oui? Ah oui, non, c'est étrange. Alors, en même temps, c'était une soirée des Césars, et comme il a joué César, peut-être qu'il se mettait à l'entrée pour dire c'est ici. Ah oui, par exemple. Bon. Alors, vous aviez Marion Cotillard est arrivée très tard, car elle a pris tous ses rendez-vous au Crillon pour une série d'interviews à la chaîne. Ah. Voilà. Donc, elle est arrivée très tard. Ensuite, bon, alors, quand on observe un petit peu ce qui se passe, hein, on pouvait voir Jean-Pierre Elkabbach en train de discuter avec Michel Houellebecq. Très bien. On pouvait voir Depardieu, Julie,
finalement qui a autant de personnalité que son père, elle est même aussi bruyante que son père. Julie? Ouais. Alors d'un autre côté, Van Damme, lui, était extrêmement silencieux. Jean-Claude Van Damme, il était là? Ouais. Extrêmement silencieux, muet comme une carpe. Alors, et puis, il y a c'est toujours ça de prix. oui, vous avez raison. Bonne pêche, hein. Alors, il y avait des tables. Il y avait la table des Tunisiens. Alors, c'était toute l'équipe de la Graine et de Mulin. Ils se sont retrouvés ensemble avec Afsia Herzi, Abdelatif Keshish. Il y avait la table des anciennes avec Nathalie Baye, Charlotte Rampling, Valérie. La table des anciennes. Enfin, franchement. Oh non, t'aurais pu trouver un terme plus délicat. Je veux dire par là, ce sont des comédiennes qui ont vécu, voilà, c'est tout. Bon. Bah, tu aurais pu dire la table des stars installées, je sais pas. Oui, bon, d'accord, je reconnais, c'est pas, bon, je reconnais. Jeanne Moreau était à quelle table, alors? Bah, la table des anciennes. Ah, bon. Voilà. Vous avez. Est-ce que, d'abord, Paul, je suis obligé de vous poser la question. Vous connaissez mon sens de la vérité et de l'exactitude. Est-ce que vous y étiez, vous, vraiment? Oui, je suis passé. En fait, j'étais devant, et puis j'ai demandé à Walid d'y aller un peu à ma place, quoi. mais toutes mes informations sont vérifiées, bétonnées. Vous avez des enquêteurs pour vous. Mais bien sûr. Alors, vous aviez la table, vous aviez Gilles Jacob, qui est le patron du Festival de Cannes. Il fait un peu la gueule, Gilles Jacob, et je me demande s'il va encore garder longtemps la présidence du Festival de Cannes. Hein. Je pense que ça va se terminer bientôt. Puis vous aviez la table des filles jolies, marrantes, espiègles, comme Alice Taglioni, la petite Sagné, Parce que, attendez, là, ça m'intéresse. Il y a une table des filles jolies et une table des filles moches? Non, mais on se met par clan. Par exemple, les costumières, elles sont dans un coin avec les scripts parce qu'on ne les connaît pas physiquement, voilà. Bon, ça se passe comme ça. Et puis vous avez toute une bande de rigolos. La petite Bourgoin qui fait la météo sur Canal. Vous avez Guillaume Canet, tout ça. Ensuite, ils ont été faire la fête dans un vieux thé dansant. Vous connaissez Mimi Pinson? Chez Mimi Pinson. Ouais. J'ai lu ça dans la presse. Voilà. Je peux vous donner le menu. Allez-y. Je peux lire le menu. On a commencé par une petite salade de coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est au Fouquet, c'est pas? Oui, ensuite un petit carré d'agneau. Ouais. Et puis ensuite, on a eu dans un tube étrange avec de la crème fraîche, du chocolat. Vous savez, ces desserts un peu modernes, vous savez, on dirait de l'alchimie, hein. Ah oui. Voilà. C'était pas super passionnant. C'était comme chaque année, quoi. Bon, une fois que vous y avez été une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai fait 17 festivals de Cannes dans ma vie. Ah oui. J'ai fait 10 ou 12. Écoutez. Oh là là, donnez-moi vite un Viagra que je me réveille. De toute façon, Alors, parlez-moi de Madame Chirac, puisqu'il paraît que vous avez des infos sur Bernadette. Ouais, elle était là. Elle était au Théâtre des Mathurins, au bras de Douillet. Alors pour applaudir une pièce, alors là c'est quand même incroyable. Pour applaudir une pièce qui s'appelle Le Jeu de la Vérité, du petit Lelouch, hein, avec Vanessa Demouy. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, je sais pas si vous avez vu cette pièce, mais c'est une pièce olé olé, c'est une pièce extrêmement osée. Et Bernadette, elle était complètement décomplexée, elle riait aux éclats. Mais c'est pas nouveau ça comme info, parce que c'était il y a 8 jours dans les journaux déjà. Oui, puisqu'ils l'ont joué au bénéfice des pièces jaunes. De temps en temps, une information, on a besoin de la répéter, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous demande du frais, là, on est lundi. Alors, vous me ressortez une info qui date d'il y a 8 ou 15 jours. C'est pour les pièces jaunes, cette soirée. Bon, alors, j'ai du frais, tiens. Alors là, ils sont bien jaunes. J'ai du frais, tiens. Vous n'allez pas être surpris, mais est-ce que vous aimez Didier Van Kovlar? Ah, très bien. Vous l'aimez bien ou pas? Ça dépend, sauf quand il parle avec les morts, mais autrement. Oui, il parle souvent avec les morts, et même presque tout le temps avec les morts et les esprits. Didier va être très probablement candidat à l'Académie française. Ah, ça c'est du neuf. Il me l'a dit de vive voix, hein. Ça c'est très bien. Bon, ça. Ma fiancée, Elena Lénina. Écoutez, elle est pressentie pour lancer une nouvelle émission de télé-réalité qui s'appelle Êtes-vous plus forte qu'une blonde, qui va voir le jour dans quelques mois, je pense. Pour l'instant, il y a des pilotes qui sont encore faits, et des équipes de blondes vont être face à des équipes de rousses, de brunes. Oui, c'est comme ça, hein, comme vous dites, mon Dieu, oui. La nouvelle voiture du président. Ah tiens, ça va peut-être réveiller notre ami Bénichou, non? Pas de croissant. Alors bon, il doit la toucher incessamment sous peu, ça va être la nouvelle voiture officielle. Ce qui est d'étonnant, c'est que depuis 50 ans, et ça va ennuyer notre ami Jacques Séguéla, c'est que depuis 50 ans, c'était des Citroën, les voitures officielles. Mais on l'a dit, on a fait toute une question là-dessus il y a 3 jours. Mais attendez, mais ne vous énervez. C'est Renault qui a gagné le concours. Je sais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la voiture est blindée. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle va fonctionner à l'éthanol. Il y a un téléphone un peu particulier. Il suffit d'appuyer sur une touche pour ce qu'on appelle le téléphone interministériel qui existe entre Matignon et l'Élysée. Et là, il est dans la voiture. Vous n'avez même pas besoin de faire un numéro, vous appuyez sur une touche, hein.
Bah oui, sur mon portable ça, c'est aussi. génial, oui, moi aussi. Ça date de Mathusalem. Vous êtes gentil. Non, cette voiture. Sur notre téléphone aussi, il suffit d'enregistrer le nom, de mettre un numéro et vous faites. Moi, par exemple, chez W, paf, ça appelle Vermus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres connards qui s'appellent Vermus. Je travaille honnêtement, je me donne du mal le week-end, je vais dans les grands restaurants pour vous, alors du respect une fois encore. Parlez-moi plutôt des 6 ans du journal Métro, alors. Voilà, bon, alors, les 6 ans, c'était... Journal gratuit, dans lequel d'ailleurs Christine O'Krent a travaillé, elle a favorisé son lancement. Il y a 2 millions de lecteurs, hein, c'est pas rien, hein, 2 millions de lecteurs, et il y avait une fête, dans un endroit qui s'appelle le World Place. C'est un bar lounge qui est rue Marbeuf à Paris. Et c'était donc pour le 6e anniversaire. Il y avait 1 millier de personnes. C'était la jolie fête très très classique, très très traditionnelle, puisque les hiérarques étaient tous là. Alors il y avait une foule d'hommes politiques. Alors on voit ceux qui sont en cours et ceux qui le sont moins. Il suffit de voir comment ils sont entourés. Hein. Par exemple, Christine Albanel, le ministre de la Culture, elle n'était pas franchement entourée. On lui fait pas trop la cour. Vous aviez Bernard Laporte, le secrétaire d'État au sport. Il était entouré, mais il avait l'air un peu mal à l'aise. Donc je me demande ce qui se passe. Alors bon, ceux qui avaient du succès, il n'y a pas de souci, c'est Xavier Bertrand. Alors là, je peux vous assurer que tout le monde veut lui dire un petit mot. C'est vrai, hein. Parce qu'il est Premier ministrable, comme on dit. Il y avait tous les rugbyman du Stade Français. Enfin bref, c'était une une manifestation, une soirée plutôt bon enfant. C'est vrai que le journal est bien foutu. Il distribue 850 000 exemplaires, 2 millions de lecteurs. C'est pas rien, quoi. Hein. C'est un des journaux les plus lus. Il est distribué. Combien de temps vous y êtes resté au journal Métro? Moi, vous voulez la soirée? Moi, j'ai jamais travaillé à Métro. Ben la soirée. Un quart d'heure, quoi. 20 minutes. Et voilà 20 minutes. Un homme drôle m'aurait répondu directement 20 minutes. Je vous ai répondu ou pas répondu? Alors... Bon, les dernières révélations sur le guide Michelin, maintenant. Alors, voilà. Bon, le guide Michelin sort lundi prochain. Non. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça sera facile ensuite de me mettre dans une position délicate, hein. Vous êtes d'accord? D'accord. Alors, il y a un seul nouveau 3 étoiles. C'est qui? C'est à Marseille. Ça s'appelle le Petit Nice. Ah oui, je connais. Le chef s'appelle Gérard Passéda, et le Michelin avait trouvé qu'il y avait strictement rien entre Eugénie-les-Bains, où il y a Michel Guérard, et Monaco, où il y a Ducasse. Donc il y a 3 étoiles, je peux vous le dire, je vous le jure, ils veulent l'avoir. C'est au bord de l'eau, c'est superbe. Il y a la plus belle vue du monde. D'autre part, il y a un autre, Robuchon s'était juré il y a quelques années, il avait tout arrêté, il avait dit je ne cours plus après les étoiles, ça me rend malade, c'est fini, je ne veux plus. Eh bien, l'atelier Robuchon va décrocher la semaine prochaine sa 2e étoile. Et ce que je peux vous dire, c'est que Robuchon, qui a des restaurants un peu partout dans le monde, c'est le chef le plus étoilé de la planète. Il collectionne à ce jour 18 étoiles. Alors attendez, moi ce qui m'intéresse, parce que là on pourra vérifier lundi prochain si ce que vous nous avez dit comme scoop est vrai, il n'y a qu'un seul nouveau 3 étoiles, c'est le Petit Nice à Marseille. Est-ce qu'il y a des 3 étoiles qui perdent une étoile et qui passent à 2? Il y a pas de drame. Il y en a 2 qui ont failli les perdre. C'est Guy Martin du Grand Véfour et Alain Passard qui est rue de Varennes. Ils ont sauvé leur 3e étoile d'extrême justesse, mais ils la gardent. Vous gardez vos 4 étoiles, mon cher Paul Vermus. Ah oui, c'est gentil. Hein. Oui, je sais que c'est pour faire une chute et pour dire bonsoir aux auditeurs. Non, j'aimerais vous réclamer, mon cher Paul, un petit mot de départ, parce que je sais que vous êtes doué pour ça. Puis après, Pierre interprétera sa petite chanson pour Christine, parce que c'est la dernière de Christine O'Krent dans notre émission aujourd'hui. Oui. Voilà. Appelez, vous le savez, à de hautes fonctions. Vous savez ce qu'elle va faire, Christine? Je sais ce qu'elle va faire. Elle va être grande patronne de France Monde et c'est génial. Alors, ce que je vais lui dire, moi, c'est que pendant des années, c'est vrai que je la connaissais pas, donc j'étais parfois critique à son égard, et injustement critique. Depuis que je travaille avec vous, Laurent, j'ai eu l'occasion de la voir. Je veux pas dire que j'ai de l'affection parce qu'on dîne pas le soir ensemble, mais c'est quelqu'un que j'aime bien et je suis ravi de ce qui se passe. Ben voilà. Merci, Paul. C'est pas mal, hein, comme départ. Ah oui, il est meilleur dans l'improvisation, finalement. Ah ouais. Que quand il prend des notes dans des endroits où ça il va, Laurent, Non, il est meilleur quand il connaît déjà l'info, en fait. Ouais. Et maintenant, au revoir, Paul. C'est Pierre qui chante la chanson de départ à Christine. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me faire un câlin, ici à Europe 1, tu viens me visiter, près des Champs-Élysées. Il y aura un après, Christina, il y aura un après, près de la rue François 1er. Très joli. Voilà, merci Pierre. Merci Pierre. Merci Christine O'Krent. On se retrouve demain entre 16h et 18h.